C'est vraiment le pire démarrage, Nouchka. Oui. Allez, on reprend, on commence. Ouais. Bienvenue dans le Clo-Clo Club, le podcast dans lequel j'aborde à peu près tous les sujets qui m'intéressent, en solo ou avec des invités. Cette semaine, je reçois Lise, la fondatrice du podcast Innover dans le monde de l'art. Comme le nom de son podcast l'indique très bien, je l'ai invitée pour qu'on puisse discuter ensemble de sa vision du marché de l'art et du statut d'artiste aujourd'hui, et puis du comment elle en est arrivée à lancer son podcast. C'est une discussion hyper intéressante, mais ça ne m'étonne pas puisque son podcast est vraiment très intéressant aussi. Je vous invite à aller l'écouter à la fin de cet épisode. D'ailleurs, si celui-ci vous plaît et que vous voulez soutenir le Clo-Clo Club, je vous invite à vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify, et puis à partager le podcast autour de vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, @Clo-Clo Club sur TikTok et sur Instagram. Sur ce, je vous laisse avec Lise, bonne écoute. Salut Lise. Salut Chloé, comment tu vas ? Bien et toi ? Ça va très bien, merci de me recevoir. Je suis très contente de te recevoir en tant qu'en plus podcasteuse aussi, puisque tu as créé Innover dans le monde de l'art, qui est un super podcast. Je te laisse te présenter de la façon dont tu le souhaites pour les auditeuristes qui ne te connaissent pas encore. Ok, super. Bah oui, c'est trop bien un épisode entre podcasteuses. Donc je suis Lise, j'ai 25 ans, j'habite à Paris depuis le mois de mai. Avant j'habitais entre Rennes et Nantes. J'adore Paris, c'est bon, c'est complètement adopté. Je peux faire encore plus d'expos, plus de visites de galeries. Et effectivement, j'ai un podcast qui s'appelle Innover dans le monde de l'art, que j'ai sorti il y a un peu plus d'1 an. Et là, je suis à la saison 3 de ce podcast, qui vient de sortir la semaine dernière, donc peut-être il y a 2 semaines au moment où l'épisode sortira. J'aime pas spécialement me présenter par mon métier ou des fois quand je rencontre des personnes, commencer par leur poser cette question. Mais c'est vrai que mon métier et ma passion sont hyper liés. Donc c'est difficile de parler de moi sans parler de ce que je fais. En plus, ça a une part assez importante dans ma vie. Donc il y a à la fois le podcast et aussi depuis plus de 2 ans, je fais de l'accompagnement d'artistes visuels. Je mêle vraiment le monde de l'art et de la communication pour les aider à valoriser leur travail. Et j'organise des art dating avec une amie qui s'appelle Axel et qui fait le même métier que moi. Donc c'est vraiment autour de ça que ma vie gravite en ce moment. Ça consiste en quoi exactement tes art dating ? Alors les art dating, on a créé ça donc avec Axel, du compte Axel vous parle d'art. C'est le moment promo, là. C'est vraiment, on commence par la promo. Donc c'est une amie qui a le même métier que moi, ce qui est assez improbable parce que toutes les deux, on s'est créé notre propre métier sur mesure. Et on avait très envie de faire des choses toutes les deux. On en avait marre aussi de travailler toutes seules. On avait plus envie de projets collectifs. Et on a décidé de créer des rencontres entre artistes et esthètes. Parce qu'on n'aime pas le mot collectionneur, qui est hyper pompeux. Enfin, je pense que même des personnes qui achètent de l'art ne s'identifient pas forcément comme collectionneurs. Ouais, il y a un côté un peu daté aussi, Ouais, c'est ça. T'as l'impression qu'il faut être très riche pour être collectionneur, tout ça. On dirait un monsieur d'une 50aine d'années, pas très rigolo. Ouais, c'est ça. Alors qu'on peut être jeune et acheter des prints à 30 € et être un collectionneur en herbe, tu vois, une collectionneuse en herbe. Donc on crée des événements comme ça, qui sont précédés d'un coaching auprès des artistes pour qu'ils puissent vraiment avoir une safe place où s'entraîner à parler de leur art et le valoriser vraiment dans la vraie vie, parce que ça passe tellement par Instagram, on voit tellement d'artistes qui s'acharnent à communiquer sur Instagram alors que c'est pas forcément le média qu'ils préfèrent, et on se dit que c'est plus impactant dans la vraie vie. En plus, quand t'as un coup de cœur esthétique plus un coup de cœur pour une personne, c'est encore mieux, et ça permet de se mettre à l'aise sur le fait de présenter ce qu'on fait à l'oral. Comme ça, le jour où il y a un énorme enjeu, une expo ou, je sais pas, un rendez-vous avec un galeriste ou une galeriste, et ben, ils sont plutôt rodés. Donc, pour se mettre en avant, pouvoir résumer aussi leur œuvre, parce que je suppose que c'est pas le plus évident quand t'es artiste, tout ça. Bah oui, c'est ça. Franchement, quand t'es en école d'art, on t'apprend à dessiner, à sculpter, à peindre, mais on t'apprend pas forcément à te vendre ou à utiliser des outils comme ça, qui sont des outils du monde de l'entrepreneuriat, souvent, mais que tu peux, en fait, tu vois, recontextualiser et appliquer au secteur de l'art pour servir ta création, parce que je pense que on va sans doute en parler dans le podcast, mais... Totalement. T'es en train de vraiment aborder le sujet pour lequel je t'ai invitée, en fait. C'est cette approche et du monde de l'art que j'affectionne beaucoup, et du coup c'est super chouette de pouvoir parler avec quelqu'un qui agit au sein du monde de l'art au sens très large, et puis aussi ce côté entrepreneurial qu'on a tendance à mettre de côté, alors que la réalité c'est que le monde du marché de l'art, c'est un marché, il y a une forte dimension commerciale, comme tu disais, il y a les réseaux sociaux, il y a plein d'autres enjeux de communication et autres,
qui font que quand tu veux vivre de ta passion, il faut savoir te vendre. Et c'est assez particulier et il n'y a pas beaucoup de gens qui abordent ce sujet. Toi, je trouve que tu le fais très bien dans ton podcast. C'est pour ça que je me suis permis de t'inviter dans le Clo-Clo Club. Trop bien. Oui, voilà, on rentre dans le vif du sujet. Exactement. Écoute, je ne savais pas à quelle sauce j'allais être mangée sur ton podcast, mais voilà, c'est vrai que je pense que oui, c'est un sujet assez incontournable qui me tient à cœur aussi, c'est ce tabou entre l'art et l'entrepreneuriat. Ouais. Alors que les artistes en tout cas quand c'est leur métier, quand ils en font leur métier et qu'ils souhaitent vivre de ça, les artistes sont des entrepreneurs ils sont inscrits à l'URSSAF, doivent payer leurs cotisations comme tous les entrepreneurs. Mais c'est vrai que ça peut beaucoup sonner comme un gros mot. Et je trouve que c'est contre-productif d'avoir ce tabou parce que ça limite l'accès à des outils qui peuvent complètement faire la différence. Et puis ça crée des a priori aussi. Oui, et puis de toujours opposer une dimension esthétique. La preuve, tu parlais d'esthète tout à l'heure pour collectionneur, mais effectivement, du côté de la réception d'une œuvre d'art comme une démarche artistique qui transcenderait tout le reste, versus l'argent qui est vu comme quelque chose de très matériel, de très primaire, par certains aspects. Et du coup qui rendrait l'art moins noble parce que tu veux en faire de l'argent alors que normalement tu devrais produire pour produire. Sauf qu'aujourd'hui, produire pour produire, je ne sais pas qui dans l'assistance a cette chance, faites-moi signe, quel grand-père riche avez-vous dans votre famille, mais c'est pas aussi évident que ça. On va commencer du coup peut-être avec la citation, parce que je sens que là on est déjà bien en train de creuser le sujet. J'ai pensé à une citation en pensant à toi et à ce que tu fais. Une citation qui va, selon moi, totalement dans le sens de ton travail. Okay. Je vais te la donner, j'aimerais bien que tu nous la lises et que tu me dises ce que ça t'évoque. Ok, quel suspense. J'ai pas mes lunettes, mais ça va le faire. L'art n'est pas une activité élitiste réservée à l'appréciation d'un nombre réduit d'amateurs. Il s'adresse à tout le monde. Kiss a ring. Elle est trop bien cette citation. Elle est super. Hein. Je la connaissais pas. Alors alors là tu as tout résumé. En choisissant cette citation, moi je suis vraiment contre l'élitisme de l'art et je pense que c'est cet élitisme qui tue le monde de l'art, qui empêche aussi les artistes de vivre de leur art. Donc il y a plusieurs axes pour moi dans l'élitisme dans le monde de l'art, mais le premier auquel je pense, c'est vraiment l'élitisme envers les publics. Enfin même moi, quand j'ai fait des études d'histoire de l'art, et même moi en tant qu'étudiante en histoire de l'art, au début je n'osais pas rentrer dans des galeries d'art, alors que j'étais... ça me mettait un petit stress quand j'allais dans le Marais, que j'allais pousser une porte, je me disais... C'était par peur de te faire juger par les personnes sur place ou par peur de ne pas comprendre les œuvres auxquelles tu allais être confrontée ? Peur de me faire juger, mais parce qu'en fait, il y a plein d'a priori, parce qu'en plus, il y a plein de galeries qui sont hyper accueilles. Et qui sont gratuites aussi, on ne précise pas assez souvent, mais les galeries, vraiment, c'est un bon endroit si vous voulez vous essayer à l'art contemporain. Vous pouvez y rentrer sans avoir à payer un billet de 10 € et... En fait, vous faire votre propre avis, commencer à travailler votre regard aussi. Enfin, c'est vraiment très chouette pour ça. Ouais, moi, je suis plus de galeries, plus de visites de galeries que de visites de musées, parce que c'est gratuit, c'est pratique, tu passes pas forcément 3 heures. Enfin bon, je ferme la parenthèse, mais j'avais un peu peur de comment j'allais être reçue. Pas parce que j'ai eu des mauvaises expériences, mais parce que le monde de l'art entretient... alors, c'est clair que l'art, ça peut être du luxe, il y a des œuvres à 15 000, 30 000 € et j'en passe, donc c'est normal d'un côté que ça ait cette façade très haut de gamme, mais du coup ça lui donne cette connotation élitiste, et quand on est quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a pas trop d'argent ou pas trop de connaissances dans le milieu de l'art, on peut avoir l'impression que c'est pas fait pour nous et qu'on n'y sera pas accueilli ou qu'on n'y sera pas à notre place. Alors qu'en fait, pour moi, tout le monde peut avoir un avis à donner sur l'art, est légitime de se rendre quelque part, de parler à un ou une artiste et donner son avis sans forcément avoir un énorme bagage. Et je fais énormément de digressions. Non, vas-y, on est là pour mais ça. Hein. Pourquoi, selon moi, ça tue le monde de l'art ? Parce qu'en fait, ça prive les galeries, les artistes d'une énorme part de la population qui pourraient être des collectionneurs potentiels. De visibilité, ouais. Voilà, aussi. Parce que je pense que si on était... beaucoup plus à visiter les galeries d'art, à visiter des expos, à contacter les artistes, suivre leur travail, parce que ce serait quelque chose de normal, comme aller au cinéma ou écouter de la musique. Je pense que le monde de l'art se porterait mieux, parce qu'il y a plus de personnes
qui au bout d'un moment craquerait pour une œuvre pas forcément hors de prix, parce qu'on découvrirait que, ah non, l'art, c'est pas forcément 5 000 €. Le ticket d'entrée, ça peut être une carte postale à 5 €. On parle de qu'est-ce que c'est l'art finalement aussi en termes d'œuvres, ça recouvre un champ très très large. C'est pas que des tableaux avec des dorures autour, quoi. Et tu parlais donc d'argent, tu parles d'accès. J'aimerais bien qu'on revienne au début parce que tu as parlé de tes études aussi. Si tu as fait ces études-là, c'est parce que tu étais déjà sensible au monde de l'art en amont, je suppose. Ouais, un peu. C'est un truc qui était cultivé dans ta famille, de pouvoir faire des expos, d'aller au musée, etc. Ouais, alors j'étais pas sensibilisée au monde de l'art, D'accord. mais j'étais sensibilisée à l'art et la création. Mais c'est vrai que j'ai des parents qui ont toujours dessiné, qui étaient pas artistes, mais qui ont toujours... mon père dessine très bien, ma mère aussi, elle m'offrait des carnets de coloriage quand j'étais petite, où au lieu de m'acheter le carnet de coloriage, c'est elle qui dessinait les contours. C'est trop mignon. Et ils ont toujours en fait encouragé la création. Donc quand j'étais petite, il fallait pas que je cherche à leur offrir un truc tout fait, mais les dessins, c'était les plus beaux cadeaux qu'on pouvait faire. Et donc je pense que en vrai tout vient de là, on le sait, hein, la plupart des choses viennent de l'enfance. Et après, voilà, je voulais, comme plein d'enfants, être vétérinaire, je sais pas, travailler comme trapéziste dans un cirque. Enfin, j'ai eu toutes les idées. Est-ce que tu as voulu faire archéologue ? Ah, j'ai pas voulu faire archéologue, mais je voulais ouvrir un parc pour les tortues. Enfin, c'est hyper spécifique. J'ai eu plein d'idées de métiers, mais pas forcément des métiers dans le secteur de l'art. Ok. Mais c'est en 3e, quand on avait le brevet des collèges, on avait cette épreuve d'histoire de l'art. Je sais pas si t'as eu ça. Non, moi la réforme est arrivée après. Ah oui, et je crois que maintenant ça n'existe plus aussi. Voilà. Mais j'étais dans cette petite parenthèse qui a eu cette épreuve, et heureusement, parce que c'est comme ça que j'ai découvert que l'histoire de l'art, ça existait. Sinon, j'aurais jamais su. Et j'avais pris vraiment beaucoup de plaisir à préparer cette épreuve. Justement, c'était une œuvre de Keith Haring, d'ailleurs, ça c'est trop marrant. La boucle est bouclée. Je savais, j'avais potassé le programme. C'était mon premier semi-mémoire. Et j'avais pris beaucoup de plaisir à faire ça, à analyser l'image, comprendre, ok, là il y a du rouge, pourquoi il a mis du rouge, qu'est-ce que ça signifie. Et après, je me suis dit, du coup, pourquoi pas études d'histoire de l'art. Donc voilà, j'ai fait une prépa littéraire avec SP Histoire de l'art pour vérifier que ça m'intéressait vraiment au point de faire ça à 100%. Et après, fac d'histoire de l'art, parcours très classique et académique. D'ailleurs, ce qui est marrant, parce que justement, on a un peu parlé de l'art comme déconnecté de la société. C'est ce que j'allais dire sur ces études-là. Je suppose qu'en termes d'enseignement, est-ce que tu as constaté justement plutôt une approche très, entre gros guillemets, traditionnelle, classique, en fait, décorrélée de la réalité des expositions, des musées, de la population qui fréquente ces lieux, ou au contraire, t'avais des profs qui étaient beaucoup plus ouverts sur, ne serait-ce aussi que les nouveaux supports à certaines œuvres, ce genre de choses? Alors, un peu les deux. On sentait qu'il y avait un effort quand même qui était fait. Pas sur les nouveaux médias, mais plus sur les liens entre l'art, la politique, la société. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais, ça sur vraiment les enjeux de société, plus le lien avec l'histoire contemporaine. Mais après, il n'y avait rien en rapport avec la société, dans le sens où c'est comme si l'art naissait ex nihilo. Bien sûr, c'est un don divin qui nous tombe sur la tête et hop, on fait un tableau. Voilà, tu vois, que les artistes, je sais pas comment ils vivent, comment ça se passe, mais à un moment, ils produisent des œuvres, et voilà, et c'est des chefs-d'œuvre, et on en parle dans notre cours, mais tu sais, il n'y avait pas tout ce côté vie d'artiste, comment tu en viens à créer ce chef-d'œuvre, parce que peut-être qu'avant, il y a eu beaucoup de galères, ou pas du tout, il y a une rencontre décisive. Comment c'est financé, comment ça se retrouve dans un musée aussi. Ce qui est drôle, parce que quand tu vois le parcours d'artiste, je pense typiquement à Van Gogh, parce qu'il est très médiatisé, surtout ces dernières années, on en a beaucoup parlé de sa vie. C'est l'exemple même de quelqu'un qui n'avait pas une vie très stable, qui vendait ses tableaux pour avoir de l'argent, pour pouvoir s'acheter du matériel pour continuer à produire, qui avait des problèmes de santé, mentale notamment, on a toute la correspondance avec son frère, on a quand même énormément de données sur même son processus créatif et sa vision. Et c'est drôle que des figures aussi importantes, par exemple, ça vous soit pas présenté même juste comme exemple de
type de profil de vie de certaines personnes à certaines époques dans le monde de l'art. Ouais, pas beaucoup. Après, forcément, il y a ces grandes figures mythiques ouais, comme Van Gogh et tout, mais même au niveau des artistes contemporains, enfin, je sais pas, je trouvais ça dommage qu'on parle de l'art sans parler des artistes, de leur vie. Et du coup, j'ai fait un mémoire sur les vies d'artistes après, à travers les époques. En fait, ça m'a toujours intéressé, tout ce qui était biographique. En fait, comment quelqu'un devient qui il est, tu vois. Et bah, c'est de là que découle le podcast, notamment. Mais voilà, enfin, on parlait beaucoup d'art, mais déjà, ça donnait pas trop de clés aussi pour le monde professionnel, malheureusement. Donc, je me suis formée en autodidacte à la com. Je voulais faire tout ce qui était communication. C'est le seul cursus que je pouvais pas faire en double cursus avec histoire de l'art. Donc, c'est en faisant des projets et tout que je m'y suis intéressée. Mais donc, j'aurais pu être un peu dans la même problématique que les artistes qui savent plein de belles choses, qui savent faire plein de belles choses, mais qui n'ont pas, tu vois, ces petits outils mais qui font la différence et qui font qu'après tu peux les partager au monde, les appliquer dans un projet qui va rayonner et tout. Donc ouais, c'était un peu la lacune de ce parcours, mais que j'ai détourné et tout. Mais j'ai rencontré les artistes seulement en terminant mes études d'histoire de l'art. C'est quand même fou. C'est dingue. Ouais. Alors que justement, des artistes contemporains, l'avantage c'est qu'ils sont là. Ouais. Donc t'en as en école, t'en as en sortie d'école, t'en as qui sont déjà dans des galeries qui sont internationalement connues. Enfin, ils sont quand même accessibles, quoi. Mais oui, c'est ça. Et en fait, ça m'a frappée quand même quand j'ai fini mes études d'histoire de l'art. Donc c'était en plein Covid. Et déjà que de base, tout le monde me disait « Attention, c'est bouché et tout ». On a dû tellement l'entendre. Eh bien, en effet, là, pour le coup, c'était bien vrai. Et j'ai décidé de faire mon projet un peu toute seule à ce moment-là, plutôt que d'attendre 2 ans que la situation se décante. Et au lieu de faire un stage de fin d'études, j'avais monté une galerie d'art éphémère dans un château. Et là, donc, il a fallu que je contacte des artistes pour monter les projets d'expo avec elle et eux. Et ouais, c'est ça qui m'a frappée de me dire « Ah mais attends, mais t'as passé 5 ans à parler d'art, d'histoire de l'art. Et c'est que maintenant que tu rencontres des artistes en chair et en os qui te parlent de leurs projets, leur réalité en début de carrière ou en études et tout. » Oui, et puis qui, je suppose, en plus, viennent casser tous les clichés que tu pouvais avoir sur la vision de ce que c'est un artiste contemporain, l'image de l'artiste contemporain, qu'on imagine comme quelqu'un faisant beaucoup de jargon. Alors, il y en a, c'est vrai. Mais pas tous. Oui, le côté accessible, justement. Oui, c'est vrai. Mais ça rejoint un peu ta citation. Ouais. Parce que peut-être qu'il y a des personnes, lors de vernissage, si jamais ils y vont, qui oseront pas parler à l'artiste en ayant cette idée que, comme tu dis, c'est quelqu'un qui a un jargon, si t'emploies les mauvais mots, au mauvais moment, il va se scandaliser. Si t'as pas tout compris de son œuvre, ça sert à rien de lui parler. Ah non, tu vas te faire juger comme jamais, alors que pas du tout. C'est des gens... ouais, je pense que c'est l'imaginaire et le mythe de l'artiste qui les met quelque part sur un piédestal. Ouais, totalement. Comment dire, c'est pas qu'il faut pas les mettre sur un piédestal, mais c'est une sorte de vision un peu du génie, quoi. Ils sont capables de produire quelque chose que toi tu ne produis pas. Ouais, il y a tout le mythe du génie, et donc on peut croire que nous, du coup, si on n'est pas artiste, on est inférieur, et donc ça va être compliqué de leur parler, alors que non, c'est quelqu'un comme toi, comme moi, et on est beaucoup plus proches, et ce serait cool de casser un peu plus les barrières en permettant aux artistes, au public de se rencontrer. C'est un petit peu ce que tu fais avec ton podcast, déjà. Ouais, c'est vrai. Comment l'idée t'est venue de ce podcast, justement ? Alors, comment ça m'est venu ? Ça m'est venu à la fin de mes études, justement, où là, j'avais plein d'idées, plein de belles intentions, on va dire, où je me disais, mon pourquoi j'ai fait Histoire de l'art, c'est d'aider les artistes à mieux vivre ou vivre de leur art. Donc, automatiquement, je me dis marché de l'art, pourquoi pas ? Donc, qui dit marché de l'art dit, ok, galerie d'art. Et puis je parle de mon projet de bosser en galerie d'art à des personnes autour de moi qui connaissent un peu le milieu. Et je vois que c'est pas aussi rose que dans ma tête, que c'est pas forcément... mais je pense que c'est le cas dans beaucoup de métiers. C'est pas forcément le meilleur moyen de servir cet objectif. Et le fait de voir que le monde n'était pas aussi parfait que je l'imaginais, ça m'a réveillé plein de questions et j'avais pas trop de réponses. Donc je me suis dit, le meilleur moyen de mieux connaître ce secteur, de le décrypter, surtout que c'est hyper compliqué par une recherche Google de le comprendre parce que c'est très opaque, c'est de parler aux personnes qui bossent là-dedans. C'est de rentrer dedans, ouais. Voilà. Et je me suis dit, je
je vais peut-être parler, demander des petits entretiens à des personnes qui ont des projets que je trouve intéressants dans l'art. Et puis le podcast m'est venu parce que je me suis dit autant faire bénéficier de ces conversations à d'autres personnes, tant qu'à faire. Et vraiment, au début, j'étais là, si j'ai 20 écoutes, c'est incroyable, quoi. Mais je le faisais vraiment sans prétention pour moi, quoi, pour y voir plus clair. Et en fait, ça, je pense que j'étais pas la seule à me poser ces questions-là, parce qu'il y a eu pas mal de bons retours, ça a bien pris, et donc je me suis dit, bon, bah du coup, je vais m'appliquer à le faire bien, et voilà, ça continue, parce qu'il y a encore plein de personnes à qui j'ai envie de parler. Oui, c'est ce que j'aime bien avec ton podcast, c'est qu'effectivement, tu vas avoir des profils très différents d'acteurs du monde de l'art. Est-ce que tu avais imaginé que tu allais rencontrer autant de profils différents et autant de métiers finalement différents et de parcours différents? Ouais, non, peut-être pas. Au début, vraiment, en plus, je me disais, je vais parler à des galeristes. Je me rappelle être allée à la FIAC à l'époque, quand j'avais le... C'est ça. Et je m'étais dit, bon, bah, je vais essayer d'aller du côté des jeunes galeries et puis parler à des jeunes galeristes pour peut-être leur proposer une interview. Bon, au final, personne n'avait trop adhéré. Enfin, j'avais envoyé des petits mails, j'avais pas trouvé mes invités là. Et finalement, c'était plutôt une bonne chose parce que ça m'a invité à aller voir du côté d'autres acteurs, du côté de l'art qui est un peu moins, on va dire, tel qu'on l'imagine dans les codes et tout. Et c'est vraiment par Instagram, comme ça, que je suis tombée sur des petits projets qui me plaisaient bien. Et puis après, des personnes m'ont fait le bouche à oreille. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est vrai qu'au début, c'est comme beaucoup de projets, au début, t'as ton idée en tête. Et quand tu commences à le faire, ça te mène complètement... Bah bien sûr, sinon tu le ferais pas. pas si tu savais déjà, mais... Ouais, c'est ça. Tu parles beaucoup des galeries depuis tout à l'heure aussi en termes d'acteurs, et puis même à titre personnel, c'est un endroit où tu vas plus qu'au musée. Pourquoi je parle beaucoup des galeries? Parce que, comme je disais, c'était dans mon projet professionnel de base de travailler en galerie d'art, et parce que pour moi, c'est vraiment ceux qui sont au cœur du marché et du coup de l'économie de l'art, et donc qui sont censés être les premières personnes, les premiers acteurs qui permettent aux artistes de vivre de ce qu'ils font. Donc ça m'intéresse beaucoup, ce modèle-là. Au début, mon idée, c'était d'interviewer des galeries, et après, je m'étais dit non, je vais regarder tous les autres acteurs pour montrer les autres possibilités de modèles. Et en fait, plus j'avance dans le podcast, plus les galeries m'intéressent, donc j'en ai interviewé que 2 pour l'instant. Et en tout cas, j'étais la première personne à les interviewer dans un podcast. Après, ce sont des jeunes galeries, donc peut-être qu'elles n'ont pas eu trop l'occasion, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, sur leurs réseaux sociaux, ces galeries que j'ai interviewées, elles cherchent vraiment à faire quelque chose aussi avec une certaine proximité, quelque chose d'assez attrayant, moins froid. Et puis je pense que peut-être qu'elles attirent naturellement aussi, du coup, les créateurs et les créatrices de contenu qui trouvent ça chouette ce qu'elles font, et donc qui ont envie de venir comme ça documenter, partager ce qu'elles y découvrent. C'est un petit côté un peu lifestyle, tu sais, parce que c'est vraiment dans la rue. Tu peux faire un petit arrêt comme tu t'arrêterais prendre un café, tu t'arrêtes faire un petit tour d'expo. Et donc c'est peut-être facile à documenter comme ça sur le... Ça demande pas une grosse sortie comme un musée où tu bloques un bon bout d'après-midi. Mais c'est ma vision, hein. Je me trompe peut-être. Non, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est pas un test. Je suis pas une experte en tout non plus. Par contre, t'as interviewé beaucoup plus d'artistes. Oui, j'ai interviewé des artistes, c'est vrai. Tu parlais tout à l'heure du fait que les artistes aujourd'hui, ça doit aussi être des entrepreneurs, ils doivent avoir ces 2 rôles. Est-ce que c'est des sujets du coup que tu as abordés avec eux? Et est-ce que tu trouves qu'ils sont à l'aise avec justement le côté mercantile de leur art? Alors je cible justement des artistes qui vont plutôt être à l'aise avec ça, pour que du coup ça puisse mettre les autres à l'aise. Parce que, et d'ailleurs, je les remercie d'avoir cassé le tabou autour de ça. Mon but, c'est plutôt d'interviewer des artistes qui sont quand même assez établis ou qui vivent bien de leur art, pour inspirer d'autres artistes, être un peu comme des modèles, parce que des fois quand t'es artiste, tu peux beaucoup douter, mais comme quand t'es entrepreneur, il y a pas mal de parallèles au final dans ces vies-là, et ça peut être agréable d'avoir une figure que t'admires, qui a réussi et qui va te tirer vers le haut en te parlant des débuts, où c'était pas facile aussi, où ils étaient peut-être dans la même situation, et te parler clairement des choses peut-être un peu taboues que t'as pas entendues en école d'art, ou que même si t'as pas fait d'école d'art, dont on te parle pas trop quand on te parle d'art. Donc je pense à
Sylvain Jarosson, par exemple, que j'avais interviewé l'an dernier, oui, qui lui, maintenant, est assez décomplexé là-dessus. Et puis pour moi, après, c'est pas parce que t'es un entrepreneur en tant qu'artiste que t'es obligé de tout faire comme un entrepreneur. Enfin, quand je dis ça, je veux pas être mal comprise. Enfin, c'est juste avoir conscience des petits enjeux autour, ne pas faire un tabou de l'argent, ne pas faire un tabou du marketing. Le marketing, c'est pas un gros mot, ça peut être super bien utilisé, très subtilement. Et puis tu peux t'entourer aussi si t'es pas à l'aise de le faire toi-même. Voilà. Il y a des gens dont c'est le métier et qui peuvent le faire pour toi quand tu atteins une certaine notoriété aussi. C'est ça, en plus, tu peux trop faire ça et en fait, c'est des choses qui sont faites pour te servir à la base. Donc pourquoi se priver de s'y intéresser parce qu'on a un a priori ou parce qu'on a l'impression que ça fait mauvais ménage, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si. Je suis en train de réfléchir à la suivante. Je t'en prie. En parallèle de ton podcast, Oui. donc tu le disais dans ta présentation, dans ta profession aussi, tu accompagnes des artistes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Donc ouais, effectivement, j'accompagne des artistes. Alors j'ai beaucoup fait d'accompagnement, moi, individuel, avec des artistes, les aider à créer leur portfolio, les conseiller sur leurs réseaux sociaux, ça pouvait être tu fais partie com en fait, plus... Voilà, ouais, c'est ça. Mais encore une fois, marier le monde de l'art et le monde de la communication, parce qu'en plus, tu communiques pas sur une œuvre d'art avec les mêmes codes que pour communiquer sur un vêtement, une paire de baskets, je ne sais pas. Et donc, je proposais vraiment d'intégrer ces subtilités-là. Et de plus en plus, je suis investie dans les art dating avec Axel pour faire plus de collectifs. Et donc là, ça va plus être un accompagnement sur du conseil, donc pour aider les artistes à mieux parler à l'oral de leur art. Tu sais, cette fameuse question quand t'es artiste et qu'on te dit, je sais pas, dans un groupe d'amis, ok, t'es artiste et du coup, tu fais quoi ? Et en fait, il y a plein d'artistes qui savent pas trop quoi dire ou qui décrivent ce qu'ils disent, mais c'est pas forcément hyper vendeur. Enfin, en tout cas, je trouve que ça rend pas justice à quel point c'est ouf ce qu'ils font. Tu sais, ça peut être, bah voilà, je fais de la peinture à l'huile, des portraits. Tu peux résumer à juste un aspect de ton métier. Mais j'ai l'impression que ça, c'est sur toutes les activités créatives, en fait. Oui. Enfin, ça m'a fait sourire quand t'as posé cette question, mais moi, quand je présente le fait que j'ai le podcast, ça me fait « Ok, ça parle de quoi ?» Et je regarde les gens et je suis « Alors ?» Et du coup, je résume à chaque fois d'une façon différente. Et à chaque fois, je me dis « Ça résume pas tout à fait ce que je fais. » C'est toujours un peu, tu sais... En surface. Ouais, ou ça minimise aussi, des fois, le taf qu'il y a derrière. Et c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à résumer quelque chose que même toi, t'as pas forcément... qui est assez instinctif, en fait, que t'as aussi du mal déjà à verbaliser avec toi-même de pourquoi tu fais ça et de cette façon. Sur les artistes, évidemment, c'est un niveau encore au-dessus, quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est un bon parallèle et c'est réussir à transmettre l'essence de ce que tu fais. Ouais. Et pas non plus le sous-valoriser, pas non plus se survendre, parce que je comprends que tu sois pas à l'aise à dire génial, je fais des peintures de ouf, faut vraiment... Mais tu vois, trouver ce juste curseur pour aussi créer l'intérêt, parce que du coup, quand tu dis juste, voilà, je fais de la peinture à l'huile, des portraits, bon, bah la personne, elle va être là, ok, bah cool, tu vois. Mais ça va pas créer, tu sais, cette petite étincelle de curiosité. Oui. En fait, l'émotion qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça, l'émotion qui est au final l'essence de la création de la personne. Et donc nous, on a créé une masterclass avec Axel pour transmettre tous ces conseils qu'on donnait aux artistes individuellement, qui est parler, écrire sur son art. Et on donne tous ces petits tips pour level up, tu vois, ton discours, apprendre à pitcher ton art façon courte, façon longue, façon moyenne. Médiation, pas médiation. Voilà, ouais, c'est ça, face à un groupe de potes, comme un professionnel du milieu de l'art avec qui il y a un enjeu de fou. Et créer, du coup, créer plus des connexions plus faciles, intéresser les personnes, créer de la curiosité et faire en sorte qu'il y ait un vrai dialogue qui en découle, quoi. C'est quoi un peu le point bloquant que tu vois le plus revenir chez les artistes que tu accompagnes ? Ouais, alors il y en a deux. Il y a donc ce truc-là de parler de son art et en particulier à l'oral. Écrire sur son art, en parler sur, je sais pas, son site, ses réseaux sociaux, ça va. Mais le plus dur, c'est quand tu le fais en vrai. Enfin, en même temps, c'est normal, mais je pense, tu vois, ça te rend tellement... En vrai, ça te rend un peu vulnérable de parler de
de ce que tu fais. Est-ce que les gens vont aimer, pas aimer, et puis ça peut être aussi se vendre. Du coup, c'est un peu corrélé les deux. Ouais. Quand tu commences en tant qu'artiste, t'as pas forcément un galeriste ou un agent qui va savoir te vendre à ta place. Parce que l'intention de création, elle est assez pure au début. Après, ok, si tu veux faire que ça, il faut en vivre. Et donc, ça implique ce double tranchant qui est, ok, l'aspect commercial, donc il y a ça, et puis le côté réseaux sociaux aussi. Alors, je pense que la plupart des artistes savent comment s'en servir, mais la plupart, ça les saoule, et je le comprends tellement. C'est hyper chronophage quand on te dit qu'il faut faire une story par jour minimum, et mettre des posts, et poster, faire des reels, et ainsi de suite. Enfin, c'est très énergivore, et c'est aussi de la création. Ouais. Mercantile, mais de la création quand même de vrai. contenu, même si tu veux faire des trucs un peu plus créatifs et autres, ça prend du temps, ça demande d'autres compétences, c'est quand même, encore une fois, un autre médium en fait pour produire. Donc, Oui, c'est ça, mais bon, je comprends que ce soit pas un kiff de créer dessus pour tout le monde. Je comprends totalement. Et c'est vrai que c'est pas tant, je pense, le fait de créer les contenus, mais c'est cette sorte de pression un peu permanente de faut toujours produire plus, et puis tu vois tes autres potes artistes qui sont au taquet quand toi t'as pas posté depuis une semaine, et t'es là, oh là là, mais je suis trop à la ramasse. Les chiffres aussi qui jouent un petit peu. Peut-être, alors j'ai moins entendu des témoignages sur les chiffres, mais je pense que c'est lié aussi parce que t'as quelqu'un qui est là en train de produire à fond, donc qui va attirer plus de gens sur son compte, donc son compte va plus vite grossir, et j'entends beaucoup d'artistes se plaindre de cette pression permanente, un peu de la performance sur les réseaux sociaux, surtout que le temps de la création, c'est pas du tout le même temps que Instagram, parce que je pense que si t'es, je sais pas, une énorme marque de vêtements qui fait 50 collections par an, t'as tout le temps plein de contenu à mettre, mais quand t'es un artiste ou une artiste qui prend 2 mois, 3 mois à faire une œuvre, forcément tu vas pas avoir de quoi poster tous les jours, quoi. Donc c'est... Et puis tu alloues ton temps à la création de ton œuvre et pas au réseau. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y en a pas mal qui sont dessus, un peu à contre-cœur, et des fois je me dis ce serait plus simple s'il y avait une communauté d'artistes qui se mettaient d'accord. Venez, ça vous dit, on arrête de se mettre la pression, tu sais. Parce que je pense que c'est cet effet de voir les autres autour de soi. Oui, et puis t'en as qui se mettent pas la pression et ça marche tout autant, quoi. Oui, en plus. Donc tu sais pas trop, quand toi ça marche pas, mais que tu te donnes à fond et puis qu'après t'arrêtes, mais que ça marche toujours pas, enfin ça peut être décourageant aussi, j'imagine. Ouais, c'est clair. Mais en plus, je pense que c'est valable pour plein d'autres projets, comme le podcast et tout. Dès que c'est créatif, c'est dur, je trouve. Oui, en fait. Oui. Dès que tu mets de toi. Oui, c'est ça. Et puis c'est devenu tellement dur, en plus, je crois, ce fameux algorithme, que des fois ça me fait mal au cœur, que ce soit moi ou d'autres personnes qui se tuent à la tâche, des fois pour pas forcément énormément de résultats. Enfin, c'est tellement de temps passé et d'acharnement, mais c'est là où on en revient. Ouais, et puis c'est là où on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, entre la passion, la raison pour laquelle tu fais le truc, pour le plaisir, parce que t'as envie de le faire, et une injonction à la rentabilité, parce que t'as besoin de cet argent ou t'as besoin de cette notoriété pour pouvoir faire perdurer ton activité, pouvoir nourrir ta passion et la faire passer à la vitesse supérieure. C'est ça. Et c'est très compliqué d'allier les deux, pardon. Il y a assez peu d'élus finalement. On a tendance à idéaliser un peu les gros artistes, j'en sais rien, une Inès Longévial qui marche hyper bien sur les réseaux. Bah ouais, mais pour une comme ça, en fait, il y a combien d'artistes hyper talentueux qui sont pas mis en avant et qui galèrent. Oui, c'est pour ça en plus que j'encourage à aller dans les galeries d'art, parce que souvent, c'est là que tu découvres des artistes pas connus. Ouais, totalement. Enfin, ils ont quand même leur petite notoriété, mais dans un tout petit... Toi, tu les connais pas, des fois. Ouais. T'as pas forcément entendu leur nom, t'as pas forcément vu leur Instagram comme d'autres grands artistes d'aujourd'hui ou d'hier. Et des fois, c'est là que t'as tes plus belles surprises. Enfin, personnellement, moi, souvent, mes plus belles surprises, c'était des artistes dont j'avais jamais entendu parler avant. Moi, j'ai ça dans des musées. Ouais, t'as ça aussi, dans les musées. Une de mes dernières découvertes, Maya Rocha, à la Maison européenne de la photographie. Et en fait, j'avais juste vu l'affiche, et justement sur les réseaux sociaux, des gens qui avaient été en fait faire l'expo, qui partageaient un petit peu des photos à droite à gauche, et je me suis dit, vas-y, j'y vais, je vais voir. Je connaissais pas l'artiste en elle-même, et j'ai découvert aussi tout son discours, tout le fond de l'œuvre. Et en fait, le fond et la forme, j'étais vraiment sur le cul pendant l'expo. Déjà, c'était incroyable, et
J'en ai fait une petite vidéo pour les réseaux parce que c'était les derniers jours de l'expo et je l'ai partagée sur le Clo-Clo Club parce que justement je voulais que des gens aillent découvrir son travail. C'est là où on en revient à ce que tu disais sur le bouche à oreille et le réseau, c'est aussi être capable de pouvoir t'appuyer sur, quand t'es pas connu, sur les relais d'autres personnes qui elles-mêmes sont suivies par d'autres personnes ou ont un cercle d'amis qui est différent. Et ensuite, comme ça, pouvoir permettre, comme encore une fois n'importe quel projet, mais de pouvoir toucher de plus en plus de monde et de passer de ton cercle le plus proche, le plus intime, à un plus large public. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que j'encourage vraiment les artistes à travailler leur communication. Enfin, pas forcément quand je dis communication, pas que les réseaux sociaux, mais aussi leur discours avant tout, pour avoir quelque chose de très clair, net et précis. Parce que plus tu vas avoir un discours qui est clair comme ça, plus les personnes vont retenir ta singularité et plus elles vont être à même et même avoir envie d'en parler autour d'elles et eux. Et c'est ça pour moi qui crée, tu vois, tout ce bouche à oreille. Si tu arrives à donner un premier pitch qui laisse pas la personne indifférente, elle va être marquée par ce que tu as dit, elle va en parler, et qui sait où ça peut te mener, quoi. Ce qui est drôle, c'est de voir sur... Alors, je suis pas du tout experte en histoire de l'art, contrairement à toi, mais c'est vrai que de comparer un petit peu les modèles au début avec les grands mécènes, qui aujourd'hui sont plus, du coup, devenus presque les galeries, finalement. En fait, d'avoir un gros relais qui te permet de produire et qui te met en avant et qui va faire le bouche à oreille à ta place ou te passer des commandes pour qu'ensuite, toi, tu puisses commencer à être connu et graviter de plus en plus dans certains cercles, etc., en termes de commandes. C'est drôle de voir que, certes, la mécanique a évolué dans le sens où aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'un mécène au sens propre, mais il y a toujours ces besoins d'avoir un pilier sur lequel t'appuyer ou un relais bien identifié et qui va permettre à ton projet de décoller parce qu'il décollera pas tout seul avec juste toi, quoi. Ça c'est vrai, ça c'est important de le souligner, c'est rare qu'on se fasse tout seul, quoi. Il y a toujours des rencontres, des choses pivots comme ça. Alors il y a des personnes vraiment qui arrivent à se faire tout seul derrière leur ordinateur et tout, mais c'est pas la majorité. Mais c'est vrai que ces exemples-là, ça peut donner une vision un peu déformée de comment ça marche. Alors il faut y croire, hein, c'est quelque chose de possible. Mais je sais pas, toi, si c'est ton sentiment, mais j'ai l'impression que, tu sais, on est tous dans une ère tellement individualiste aussi, que j'ai l'impression que c'est très valorisé de se faire vraiment tout seul, comme ça, sans s'appuyer sur personne, comme si t'étais quelqu'un de plus débrouillard, de plus ceci, de plus cela, alors que c'est pas forcément ça qu'il faut... Enfin, faut pas chercher la difficulté, en fait, au contraire, c'est chercher la facilité et tant mieux, tu vois, de s'appuyer sur les autres. Et puis toi aussi, tu peux aider quelqu'un, en fait, et faire la différence pour quelqu'un. Enfin, c'est vrai que c'est trop bien de se mettre au maximum dans cette dynamique, ce cercle vertueux. Et en plus, ça n'enlève rien à ton succès, que ça a été grâce à une rencontre. Bah, c'est ce que disait Esther de la galerie Esther et Paul dans le précédent podcast que j'ai fait. Elle disait, la chance, c'est aussi une compétence. Des fois, il faut savoir provoquer sa chance, Donc, ouais, non, ça n'enlève rien au succès d'avoir été propulsé par la bonne rencontre au bon moment, parce que cette rencontre, c'est peut-être le fruit de plein d'autres actions que tu as mis en place et qui t'ont mené là, ouais. Il y a aussi un autre point que tu as un petit peu abordé, c'est le fait que tu as énormément d'artistes, donc généralement tu crées depuis tout petit, ou en tout cas tu as toujours eu un petit peu cette démarche-là, mais tu as des gens qui sont en autodidacte et tu en as d'autres qui font des écoles d'art. Et là, on en arrive à un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi parce que le Clo-Clo Club, c'est un podcast féministe et j'aime bien toujours remettre un petit peu la notion de genre dans l'interview que je fais. En l'occurrence, la place des femmes dans le milieu de l'art. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiantes. Et après, c'est rigolo, sur le marché de l'art, on ne voit plus les femmes. Elles disparaissent. Et dans les musées, n'en parlons pas. Toi, c'est quoi ton regard là-dessus ? Pour moi, la meilleure personne qui en parle, c'est Annise Stern du compte Art Girls, que tu connais peut-être d'Instagram. Donc après, moi, c'est vrai que j'ai pas étudié en profondeur la question, mais en suivant son contenu aussi, et puis avec mes propres théories, on va dire. Ton observation, c'est ton vécu qui m'intéresse. Je pense que c'est, encore une fois, ce truc du culot, tu sais, aussi, parce que des fois on doit beaucoup le succès à des coups de culot, d'audace comme ça, et des fois je pense qu'il y a des hommes qui, je veux pas mesurer le talent, mais tu vois, qui peuvent avoir pas forcément plus de talent que quelqu'un d'autre, mais qui vont oser toquer à une porte et qui vont oser
dire bah ouais c'est un truc de ouf ce que je fais et en fait il fake it until il make it, tu vois. Il peut y avoir de l'autocensure qui est due à notre conditionnement et puis il y a aussi le regard des acteurs de l'art parce que donc côté artiste il y a oui effectivement beaucoup d'hommes qui sont au sommet et côté marché de l'art il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont au sommet. Ils peuvent avoir tous les biais possibles et imaginables, voilà. Et donc quand une femme avec des enfants et tout dépose son portfolio, bah, elle va peut-être pas être prise autant au sérieux qu'un homme du même âge, tu vois, et qui a aussi des enfants, mais bon, on se dit qu'il va avoir plus le temps de voyager, de faire tout ça. En tout cas, moi je connais une artiste qui s'est amusée à faire des portfolios en se donnant un pseudo d'homme, et elle voyait que c'était beaucoup plus... Parce qu'à force, elle était très frustrée. Comment ? C'était plus facile, du coup, elle avait plus de réponses. Oui, elle avait plus de réponses. Donc, à mon avis, voilà. C'est bien facile de mettre toute la faute sur l'autocensure, patati patata. Mais Là, il y a voilà, des biais et tout. ouais, comme, il y a tout ça, il y a toute cette autre partie, je pense, qui joue pour beaucoup. Ouais. Déjà, ce qui est chouette, c'est qu'on est, en tout cas dans notre génération, on est beaucoup de filles et de femmes à s'être rendu compte de de ce biais que nous, on pouvait avoir, en tout cas de notre côté, qui est de s'auto-censurer et tout. Et où on y va beaucoup plus en mode mais en fait on est des queens, let's go, et on va arrêter de se mettre des barrières comme ça. Et après l'autre partie malheureusement on n'a pas trop le contrôle dessus quoi. Mais c'est un discours que t'entends un peu chez les artistes que t'interviews, le discours un peu girl power et tout. Alors après j'ai pas interviewé finalement tellement d'artistes et d'artistes femmes, mais c'est vrai que c'est quand même un milieu, si tu veux réussir Enfin, je trouve qu'il faut quand même être bien accroché. Je sais pas dire, il faut avoir beaucoup confiance en soi parce qu'en fait, des fois, tu peux ne jamais avoir confiance en toi, mais juste faire des efforts et essayer d'aller au-delà de ça. Et c'est du courage, tu vois. Mais il faut quand même avoir pas mal de courage parce qu'il y a plein de choses qui te poussent à douter de toi, à abandonner. Il y a beaucoup de refus et beaucoup d'échecs sur ces parcours-là. Et ça peut, il y a quand même plus de non que de oui. Et donc, il faut quand même... être assez accroché dans sa confiance en soi ou avoir des personnes, un bon entourage. Et j'essaye d'encourager aussi au maximum les artistes de mon entourage à pas abandonner. C'est le petit rôle que je peux avoir d'aider une artiste qui s'est pris un refus à avoir sa remontada et avoir envie de renvoyer un dossier pour ne rien lâcher. C'est un peu ma petite mission, quoi. Du coup, on arrive à la fin du podcast. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Si tu avais un conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans le monde de l'art, je dis ça au sens très large exprès, ce serait quoi ton conseil ? Attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Ce serait de le faire avec ses valeurs. C'est ça aussi le why du podcast. C'est que j'avais l'impression que pour réussir dans le monde de l'art, je m'en faisais tellement une image et tout, et je voyais tellement des codes qui prédominaient. J'avais l'impression qu'avec ma personnalité et mes valeurs, c'était pas possible, qu'il fallait soit que je devienne un requin, soit que je sois quelqu'un d'hyper froid ou qui a un style un peu inaccessible et tout. Et en fait, il n'y a rien de pire que d'essayer d'avoir un faux self pour fit in quelque part. Donc, je pense finalement, ce que m'ont prouvé toutes ces interviews, c'est que certes, on peut être dans un endroit très codifié, mais quand même refuser de rentrer dans le moule, et ça peut quand même fonctionner. Si tu veux ouvrir une galerie d'art ou bosser dans une galerie d'art, mais que tu vois qu'il y a certaines conditions dans les contrats ou quoi qui desservent par exemple les artistes, tu peux innover et justement trouver, un peu modifier le modèle pour que ça corresponde plus à tes valeurs, tes ambitions. Et puis pareil, dans ta manière d'être, en fait, moi j'aime beaucoup cette expression être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire que t'es pas obligé de te faire une façade, costard cravate, tailleur, chaussures à talons, pour avoir l'air de quelqu'un qui bosse dans l'art et qui est sérieux, compétent. Pour moi, tu peux vraiment rester toi-même et faire du super bon boulot, et ça peut fonctionner parce que tu toucheras les bonnes personnes. Et donc ce serait ça, mon conseil. Et je pense que c'est valable pour plein de milieux finalement. Ouais, et puis j'allais ajouter aussi, quand tu vois les artistes contemporains, à quel point leurs œuvres tournent autour de leurs valeurs, notamment des valeurs de société, des valeurs d'écologie, etc., qui leur tiennent à cœur et qui viennent des tripes.
c'est très drôle de se dire qu'il y a encore des galeries qui portent ces messages et qui accompagnent des artistes comme ça, mais qui, elles, te demandent de venir en talons tailleurs pour un vernissage, en fait. Oui, c'est vrai. Ça veut pas dire que tu dois venir en basket, mais en fait, on peut s'habiller de façon élégante et contemporaine. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est le milieu un peu de tous les paradoxes, quoi. Enfin, ici, là, c'est bientôt Paris Plus. Enfin, si certaines personnes ont l'occasion de faire ce type de foire ou vont le faire... Attends, je sais plus ce que j'ai perdu le fil. Tu sais, on est sur la fin du podcast, on peut arrêter là, merci beaucoup. Oui, du coup, je te dirai si ça te revient, on rajoutera à la fin du podcast. C'est pas grave. On s'arrête là-dessus. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner au Clo-Clo Club sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, me laisser 5 étoiles et un commentaire si vous utilisez Spotify et Apple Podcast. Franchement, ça fait plaisir d'avoir vos retours, ça me permet aussi d'ajuster un peu les épisodes et de savoir quel type de profil inviter, quelles sont les thématiques qui vous plaisent le plus. Vous pouvez aussi me faire part de votre retour sur les réseaux sociaux, @Clo-Clo Club sur Instagram et sur TikTok. Je vous invite aussi à vous abonner au compte d'Innover dans le monde de l'art et à écouter ces épisodes, c'est vraiment un super podcast. Et moi sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!